On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous dévoile qui se cache derrière le projet où on a d'ailleurs refait la devanture du 136 rue Richelieu. C'est le bâtiment qui est tout juste en face de nous ici à la télé du Richelieu. C'est maintenant rendu une espèce de bleu turquoise ou si vous préférez aqua. Eh bien, dans 2 semaines, va s'ouvrir la boutique Gypsy Bohème. On reçoit sa propriétaire Sandra Morera dans quelques instants. Mais d'abord, est-il possible d'écrire sans faute? Il y a maintenant un nouveau service de linguiste dans la région. Ça peut vous aider pour toutes sortes de choses. On reçoit à l'instant Mario Raymond. Un service d'écrivain public est maintenant disponible dans le Haut-Richelieu. Est-il possible d'écrire sans faute, comme le veut l'expression? On va poser la question au principal intéressé, le linguiste Mario Raymond. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Peut-on écrire sans faute? Est-ce que c'est possible, ça? Absolument. Comment? En faisant bien attention à la façon qu'on écrit. Hein, c'est ça, et en connaissant les règles de grammaire, évidemment, en sachant les appliquer. Moi, j'ai enseigné le français pendant 25 ans, alors j'en ai fait de la correction. Alors, je suis capable d'écrire sans faute. Est-ce que le français s'est amélioré ou détérioré au fil des ans? Autrement dit, est-ce que les changements générationnels font en sorte qu'un jeune de 20 ans aujourd'hui versus un jeune de 20 ans il y a 30 ans, est-ce qu'il a les mêmes capacités au niveau rédactionnel, au niveau français? Bien, je dirais au niveau expression rédactionnelle, oui, absolument. Là. Sinon, mieux. Au niveau de l'orthographe, bien là, c'est autre chose. C'est bien évident, les jeunes ne sont pas dans la génération trop de la lecture et de l'écriture, alors ça leur complique les choses quand vient le temps d'écrire. Et c'est ça, écrire sans faute pour eux, c'est très, très, très compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que j'offre des services aussi aux étudiants, qui sont une clientèle potentielle assez intéressante, je vous dirais. Bon, parce que même si parfois il y a des gens qui nous regardent, qui ont des enfants encore au cégep ou à l'université, qui doivent taper des travaux, dans certains cas, ils sont évalués sur la qualité du français, et dans certains cas, ils peuvent perdre beaucoup de points à cause du français. Et ça fait très, très mal. Ça fait baisser les notes. Bien sûr, bien sûr. Du temps où j'étais à l'université, c'était les hauts-cris en disant on nous enlève 10 de nos points pour les fautes d'orthographe. Mais je disais, bien, c'est tout à fait normal. Et c'est là que j'ai débuté d'ailleurs ma carrière de réviseur-correcteur, déjà à l'université. Hein. Mais même dans le temps, on entendait, je pense que c'était dans les derniers mois, il y avait des articles là-dessus qui parlaient de la qualité du français chez les enseignants. Chez les enseignants, oui. Au niveau des admissions, même, ils disaient que c'était âprement difficile. Ah oui, oui, absolument. Donc, c'est les enseignants de demain, ça, en plus. Exactement. Moi, je suis retourné il y a à peu près une quinzaine d'années faire un certificat de formateur d'adultes en milieu scolaire et j'avais juste des jeunes comme collègues étudiants. Ah ouais. Et c'était assez laborieux, je vous dirais. Bon. Donc, pour Mario Raymond, c'est un changement de carrière oui, parce que tu as été à la porte ouverte pendant quoi, 29 ans? 29 ans, oui. Qu'est-ce que c'est maintenant écrire sans faute? Bien, comme son nom dit, c'est un service d'écrivain public, mais le concept d'écrivain public, je dirais, a beaucoup évolué. Hein. Les écrivains publics, il y en avait dans l'Antiquité, il y en avait dans le temps de l'Égypte ancienne. C'était les scribes qui écrivaient pour les personnes qui n'étaient pas capables d'écrire. C'est aussi le cas, je dirais, qu'écrire sans faute s'adresse aux gens qui ne peuvent pas écrire pour diverses raisons, qui ne maîtrisent pas suffisamment l'écrit ou qui ont des grandes difficultés à l'écrit, ou ceux et celles qui ne veulent pas écrire, parce qu'il y en a aussi de ça. Qui se disent tant qu'à écrire quelque chose où il va y avoir des fautes, je suis mieux de donner ça à quelqu'un qui va savoir le faire, justement, sans faire de fautes. Donc, en fait, si on parle de la clientèle visée, ça doit être quoi, dans le fond? Qui peut faire affaire avec écrire sans faute? Mon Dieu, c'est, je dirais, monsieur et madame tout le monde. Les services sont variés. Je parlais tantôt des étudiants. Ça peut être de la révision-correction pour des étudiants. Ce sont des maisons d'édition aussi qui ont besoin de faire corriger les épreuves avant parution. Bien sûr, des auteurs. J'ai eu une demande de quelqu'un pour une biographie, entre autres, à corriger. C'est des auteurs. Ce sont aussi des gens du milieu des affaires aussi, des entreprises, qui veulent faire corriger le matériel promotionnel, parfois le plan d'affaires, parfois les dossiers d'opportunité et aussi également les sites web. Okay. C'est pour ça que je parle de documents physiques et électroniques. C'est aussi dans le web. Évidemment, ce que les scribes de l'Antiquité ne faisaient pas. Hein. Bon, parce qu'aujourd'hui, avec les moyens technologiques, on peut être assis dans le confort de notre domicile,
Puis recevoir les commandes de nos clients par Absolument. courriel, tout simplement. Donc, on vous envoie les documents, tu les corriges, puis après ça, tu les renvoies. Puis, Exactement, ça et fonctionne. le travail est fait, là. Exactement, je fonctionne, je dirais, par télétravail. L'entreprise est en démarrage actuellement, mais ça s'annonce bien, je vous dirais. Mais il y a des besoins là-dedans, visiblement. Oui, bien sûr. Parce que même aujourd'hui, bon, nous, dans le domaine des médias, on reçoit des tonnes de communiqués. Je suis obligé de dire que je vois des fautes aujourd'hui dans les communiqués de presse que je ne voyais pas il y a 25 ans. Là. Bien sûr. Bon, parfois aussi, il y a le phénomène du copier-coller où les gens, des fois, ne se relisent pas. Là. C'est peut-être le non. critère numéro un, c'est de se relire avant d'appuyer sur « send ». Oui. Donc, ça, c'est la règle numéro un. Oui. Mais effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? C'est quoi? C'est l'orthographe qui est peut-être plus difficile? Est-ce que les méthodes d'enseignement au secondaire et au cégep se sont détériorées au fil des ans, si bien que les produits que nous sommes des années 90-2000, peut-être un peu moins bons qu'avant? Comme je disais tantôt, c'est pas comme dans les années 60, dans notre jeunesse, où on lisait beaucoup. Hein. Maintenant, les jeunes sont beaucoup à l'électronique, aux petits gadgets, à tous les bidules électroniques, et c'est pas ça qui les fait lire. Et quelqu'un qui lit peu, qui va être faible lecteur, va être faible en écriture également. C'est le gros problème, là. Ça, c'est majeur, je dirais. Est-ce qu'on parle également aussi d'une forme de coaching auprès des gens? Parce que, bon, faire de la correction, de la révision, c'est une chose, mais quelqu'un qui a peut-être besoin d'aide au niveau de ses structures de phrases. Même moi, parfois, dans le domaine journalistique, quand on a des jeunes journalistes, on les aide un peu à avoir une certaine synthèse. Parfois, il faut résumer une nouvelle en 2-3 lignes, avoir une amorce, un lead, qu'on appelle en anglais, un sujet, verbe, complément, puis le choix de verbe, le temps de verbe, les synonymes, les accords et tout ça. Il y en a pour certains que c'est pas facile. Exactement. C'est aussi un service que j'offre, à écrire sans faute aussi. C'est-à-dire le coaching de rédaction. Première des choses, pour savoir comment vaincre le syndrome de la page blanche, je m'assois, je dois écrire, je commence comment? Il faut d'abord lancer ses idées. Il y a des techniques que je les ai enseignées depuis 25 ans. Et faire en sorte et guider les gens aussi dans leur rédaction, et peu importe le type de rédaction, bien sûr, sans problème. On parle également d'un service de traduction. Oui, exactement. Moi, je suis bilingue, bilingue français-anglais, à tout le moins. Je fais de la traduction du français à l'anglais et de l'anglais au français. Je suis bilingue autant à l'écrit qu'à l'oral. Est-ce que ça fait... Comment le bilinguisme est-il arrivé dans ta vie? Mon Dieu, comme je dis toujours... Parce qu'il y en a parfois qui sont nés dans des contextes où c'est aidant, là, mais... J'ai pas appris l'anglais à l'école. Quand je suis arrivé à l'école, je connaissais déjà l'anglais. Dans ma famille, ma sœur écoutait beaucoup de films en anglais, beaucoup de télé en anglais. Et surtout, puis je raconte toujours ça, j'avais un petit voisin derrière chez moi qui était anglophone. Hein? Puis moi, j'étais francophone. Lui, il ne parlait pas un mot de français. Moi, je ne parlais pas un mot d'anglais. Et puis, on s'est, évidemment, comme dans le temps, les Anglais et les Français, on ne s'aimait pas beaucoup. On a commencé par avoir, des conflits, puis apprendre les insultes les plus courantes dans les deux langues, pour ensuite se lier d'amitié et comme ça échanger, aller dans sa famille qui est anglophone et lui dans la mienne aussi. Et c'est là que j'ai appris l'anglais. Et c'est comme ça que tu as appris l'anglais? Absolument, bien sûr. Et à quel moment on se perfectionne au point d'avoir un anglais parfait à l'écrit? Parce que ça, c'est une chose, on peut être bilingue, bilingue fonctionnel, mais bilingue au niveau de l'écriture, ça, c'est une ligne à franchir. Là. Ah oui, absolument. Dans mes fonctions aussi, comme enseignant, j'avais des étudiants qui étaient anglophones, j'en avais de différentes nationalités aussi. Bien, j'ai eu à traduire parfois des documents en anglais et de l'anglais au français. Et je baignais dans l'anglais. Et quand je suis allé à l'université, j'ai fait une maîtrise en linguistique. C'est pour ça que je suis linguiste, d'ailleurs. Je vous dirais que 85 des livres que je lisais étaient en anglais. J'ai donné des conférences, des présentations en anglais dans une université aussi. Alors, déjà là, j'étais dedans. La question qui tue. Oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Traduire du français à l'anglais ou de l'anglais au français? Ce qui est plus difficile, c'est de traduire du français à l'anglais. C'est toujours plus facile, je dirais, de partir de la langue seconde et de traduire dans sa langue maternelle. Ah oui? C'est beaucoup plus simple parce qu'on connaît le vocabulaire, on connaît les termes aussi. En général, je vous dirais qu'effectivement,
c'est beaucoup plus facile. C'est plus simple de cette façon-là. Donc, on parle de services de traduction, de révision, pour les travails de session des étudiants, pour les entreprises, les sites web. Est-ce qu'on a oublié des trucs? Parmi tous les services qu'offre un linguiste? Bien, il y a le service de rédaction aussi. Je disais tantôt, il y a des gens qui ne veulent pas le faire, qui ne veulent pas écrire nécessairement. Alors, je peux offrir des services pour rédiger. Et de façon plus élémentaire aussi, c'est un projet que j'avais quand j'étais à la Porte Ouverte, mais qui n'a pas abouti pour de multiples raisons. C'était d'offrir des services de première ligne à des gens, par exemple, qui veulent compléter un formulaire, ils veulent demander une pension de vieillesse au gouvernement du Canada. Ils ne savent pas comment faire. Ouais. C'est un service aussi que j'offre aussi. Les gens qui sont confrontés à l'appareil gouvernemental. Exactement. Ou parfois, dans certains cas, des personnes un peu plus âgées qui sont peut-être moins familiers aussi avec l'Internet. Ah oui, exact. Tout est en ligne. On appelle au gouvernement et on leur dit, ben oui, mais vous avez juste à le remplir en ligne. Exact. Le monde, parfois, n'a même pas d'Internet. Je le faisais pour mes étudiants, pour les dossiers d'immigration à l'époque. C'est un service que j'offre aussi là, également pour des gens qui en ont besoin et qui se disent qu'est-ce que je fais avec ça exactement. Ils ne savent pas quoi. Bien, ils me téléphonent. Je ne dirais pas de m'envoyer à mon adresse courriel, peut-être, là, mais le téléphone est là. As-tu encore le goût de faire de l'enseignement, de t'occuper aussi d'analphabétisme? Je dirais que la partie analphabétisme, elle est pas mal derrière moi. J'ai comme tourné la page là-dessus. En 29 ans, j'ai donné beaucoup. Mais c'est sûr que la passion de l'enseignement est toujours là. Et c'est sûr que je suis à la recherche, encore une fois, d'un emploi dans l'enseignement. Mais en attendant, puis ça, je vais continuer de le faire parce que c'est un service essentiel à la population. Bon, je suis enseignant, j'ai enseigné le français langue maternelle, j'ai enseigné le français langue seconde. Évidemment, étant donné que je suis bilingue, je vais toucher peut-être éventuellement un peu à de l'anglais langue seconde aussi. Ça fait partie de mes projets. Donc, Écrire sans faute, un nouveau service d'écrivain public dans le Haut-Richelieu qui s'adresse à une multitude de clientèles qu'on a détaillées au cours de cette entrevue. Donc, pour rejoindre Mario Raymond, vous avez l'adresse du site Internet qui apparaît actuellement au bas de l'écran. Donc, il est facile à trouver, bien sûr, si vous avez, bien sûr, des besoins particuliers. Donc, je pense que ça peut être utile dans certains cas, tout à fait. Donc, Mario Raymond, merci beaucoup et bonne chance. Merci, Eric. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de l'ouverture prochaine d'un commerce au 136 de la rue Richelieu. C'est où? C'est juste de l'autre côté ici où c'est rendu bleu turquoise. On en reparle au retour de la pause. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Dans quelques jours, peut-être à la limite quelques semaines, il y aura une ouverture au 136 rue Richelieu. C'est où? C'est juste l'autre côté de la rue. Là. Vous voyez, le bâtiment a été peinturé en bleu turquoise. Là. Ça dépend un peu là, de ma vision. L'invité va nous dire c'est quelle couleur. Et là, actuellement, il y a une affiche marquée « Logement à louer », là, mais ça va disparaître aussi parce que ça va être, évidemment, ça va être transformé. On vous présente notre invitée, Sandra Morera. Bonsoir et bienvenue. Bien, bonsoir. Merci de m'accueillir. Donc, ouverture prochaine de Gypsy Bohème. Qu'est-ce que c'est? Bien, Gypsy Bohème, c'est un atelier boutique, en fait. Donc, à l'avant, on va y retrouver une portion qui est boutique, qui va valoriser l'art des artisans du Québec. Et puis, à l'arrière, il va y avoir un atelier de type Do It Yourself. Donc, on connaît ça de par Pinterest, qui est vraiment en vogue. Donc, des ateliers ludiques, rien de technique ou quoi que ce soit, des projets qui sont faciles à faire. Le matériel est inclus, l'animation, et puis la personne repart avec un projet qu'elle a conçu de A à Z dans une période d'à peu près 1 heure. Donc, ça, c'est la portion atelier à l'arrière avec des collaborateurs. À quel moment ce projet-là a-t-il pris forme?
En fait, il a pris forme dans la dernière année. Moi, j'ai un bagage éducatif en arts visuels, donc j'ai fait un bac à l'UQAM. Et puis, par la suite, j'ai bifurqué en vente et en publicité marketing. Donc, les dernières 10 années, j'ai été dans les niveaux médias, donc à vendre la publicité, que ce soit télé, radio, journaux, affichage extérieur. Et puis, je me suis impliquée aussi par la bande pour un peu déconnecter de ma job dans Etsy, la plateforme d'achat en ligne pour les artisans du fait main, qui est une plateforme internationale. Donc, le projet est né du fait que je suis devenue capitaine de la Montérégie. Puis, je suis devenue aussi ce qu'on appelle leader de l'équipe de Etsy Québec, la province. Donc, on a des artisans sous nous qui veulent se faire connaître, qui veulent qu'on les promouvoie par des événements. Et puis moi, j'ai trouvé que Gypsy Bohème avait sa vocation en offrant un atelier boutique. Bon, et pourquoi avoir appelé ça Gypsy Bohème? Oui, bien, chaque artiste sort un peu gypsy. On ne se le cachera pas, bohème, parce que c'est des gens qui ont besoin de liberté d'expression, qui ont besoin de l'exprimer au travers de leur créativité. Donc, je pense que c'était un beau duo pour identifier un peu l'esprit libre et ludique d'un artiste. Comment s'est inscrit le choix du local? Pourquoi avoir choisi le local qui est ici, là, au 136 Richelieu? Bien, en fait, il y a une belle histoire avec ce local-là. C'est un local qui regorge beaucoup d'attraits qui sont historiques, que ce soit des poutres de fonte qui sont à l'intérieur des années 1800. Il y a aussi la brique, qui est la brique d'origine des années aussi du début 1900. Alors, le fait que ce soit grand, que ce soit aéré, à l'arrière, on a fait l'ouverture de 3 fenêtres, donc il y a la lumière naturelle qui rentre au niveau de l'atelier. Il était vraiment propice là, pour ce genre de commerce-là. Là, vous avez restauré, vous avez commencé à restaurer la devanture. C'est quelle couleur au juste? Quelqu'un me le demandait, il me disait c'est bleu, dis donc, c'est turquoise. C'est aqua, on va garder ça aqua. Oui. Bon. Donc, on voulait, bien évidemment, on voulait faire quelque chose de punché. Je veux m'associer avec des gens partenaires, dont la Ville de Saint-Jean, la Société du développement, avec aussi la Société du tourisme pour créer des événements qui vont être convergents avec d'autres participations, d'autres trucs qui vont être faits. Et puis, je pense que le fait d'avoir une couleur qui ressort et qui met du pep et qui met de la couleur, mais ça fait pas mal Gypsy Bohème dans notre vieux Saint-Jean. En même temps, c'est un bâtiment qui avait besoin de, disons, de beaucoup d'amour. Oui. Ces dernières années, il y a eu un tatoueur, il y a eu un restaurant de pizza. Bref, disons que le bâtiment n'a pas été mis beaucoup en valeur, si on veut être poli. Là. Donc là, vous avez comme un petit travail de restauration à faire. Oui, oui. Donc, on a fait venir des belles planches de pin antiques, des lattes de 16 pouces par 10 pouces de large. On les a huilées à la main. C'est un travail d'artisan qu'on a fait. On a été dans le do-it-yourself de A à Z. Donc, moi, mon conjoint et des amis, on a vraiment collaboré ensemble à revitaliser l'intérieur. Mais c'est un bâtiment qui a quand même beaucoup d'histoire, au-delà de l'histoire récente avec la pizza et les tatous. Si on remonte plus loin que ça, qu'est-ce qu'il y avait dans ce local-là autrefois? En fait, il y avait la librairie Bernard dans le temps où on avait la quincaillerie Gervais juste à côté. Et puis la librairie Bernard était reconnue pour justement tenir des objets qui étaient des livres, mais aussi qui étaient pour les gens pratiquants, donc catholiques. Lorsqu'on avait un baptême, on avait une communion, une confirmation, on allait là-bas acheter les chapelets, les robes, les parures de tête, aussi tout ce qui a trait au catholicisme. Donc, c'était vraiment un recueillement au point de vue du centre-ville. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire avant l'ouverture? Bien, premièrement, au niveau de la devanture, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui reste? Il reste l'enseigne. Alors, l'enseigne, on a fait affaire partenariat avec Flagrant Design, juste ici, vos voisins. Et puis, elle est prête, donc on l'installe demain. Et ensuite, il va rester à peinturer la grille. Donc, elle a besoin d'un peu d'amour, elle aussi. Et ensuite, on va mettre un plancher d'époxy à l'avant dans la devanture. Et à l'intérieur, c'est l'aménagement intérieur. Donc, on est à 2 semaines de l'ouverture. Donc là, c'est la magie là, qui se passe pour les prochains jours. Donc, ouverture prévue quoi, la mi-juin à peu près? Oui, effectivement. Bon. Ça va être quoi la clientèle visée? Qui, dans le fond, va être tenté de rentrer chez vous, là? Bien, clairement, ça va être la femme, donc on ne se le cachera pas. Une femme de 30 ans et plus qui a un revenu quand même de moyen et plus. Une personne aussi qui est éduquée sur les tendances, les trends, sur ce qui est de la création. Mais par le biais, on va aller chercher aussi une clientèle qui est plus jeune. Des gens qui connaissent justement des artisans, qui sont dans des foires comme les Puces Pop à Montréal, qui sont une foire très, très importante, Casse-Noisette. Donc, ces jeunes-là se déplacent d'ici dans Montérégie pour aller à Montréal rencontrer
des types d'idoles créatifs. Ouais. Puis moi, bien, j'amène ces artisans-là de Montréal ici, puis je me joins aussi à la collectivité montérégienne là, pour avoir les artisans de notre communauté. Bon, tu as amené ici 2 objets là, en exemple. Oui, oui. Là, bon, parle-nous un peu des cactus là, dans lesquels, disons, on a rajouté là, des morceaux de tissu. Qu'est-ce que c'est comme Bien, en fait, comme c'est un centre de création? table. C'est un Oui, centre de c'est un table. centre de table. C'est fait par Coussin de Belle-Mère, Dominique Shields, qui est une artiste de Drummondville. Toutes ces créations sont éco-responsables. Donc, c'est des tissus qui ont déjà été aimés, des vêtements qui ont déjà été portés, qui sont lavés et réutilisés pour faire des décorations ludiques pour le décor. Donc là, dans ce cas-ci, c'est un centre de table, mais elle fait aussi des pelotes à épingles, elle fait des cactus sur pied. Donc, ça, c'est pour le côté déco-maison. Bon, tu as amené également une tasse Oui, tout juste tout à à côté. Donc, c'est quoi? On voit des montgolfières, on voit Oui. des maisons. Donc, l'artisane est Alice in Montreal, qui est Aurélia, qui est une artisane très bien connue aussi du milieu, qui s'est démarquée en se faisant connaître pour ses tasses de Montréal, New York, de plusieurs villes emblématiques, Rome, France. Et puis, moi, quand je l'ai approchée comme artisane, je lui ai parlé de mon projet, qui l'a absolument fait triper. Puis, je lui ai demandé si on pouvait avoir notre propre tasse de Saint-Jean. Donc, je lui ai donné les attraits touristiques de notre région. Donc, le clou de la gare Frontenac, la cathédrale, les ballons, les montgolfières. Donc, elle a créé vraiment cette tasse-là uniquement pour nous. Elle est disponible sur Etsy. Puis, elle a créé, donc on peut écrire sur la tasse. Ça, on voit. Je veux quand même peut-être qu'on la tourne un peu. On pourrait la montrer ici à l'autre caméra. Donc c'est une commande, dans le fond, là, qu'on a faite. C'est exclusif carrément, à l'atelier. C'est exclusif. Regardez, on va juste la tourner comme ça. Là. On voit un peu les autres dessins de l'autre côté. Là. Donc, ça vous donne à peu près un aperçu là, de ce que ça a l'air. Là, c'est une création faite à la craie. En fait, c'est ça, au chalk paint. Donc, on peut écrire le nom de la personne qu'on aime dessus puis l'offrir en cadeau. Puis en même temps, c'est en lien avec l'aspect touristique de notre ville, donc les gens qui vont venir ici de passage dans le Vieux-Saint-Jean. Et c'est quoi l'affiche que tu as amenée ici? En fait, c'est une affiche de Cara Carmina, qui est une des artisanes Etsy qui est bien connue du milieu. Alors, c'est une femme mexicaine qui a immigré ici à Montréal il y a déjà quelques années. Et puis, elle s'est fait connaître au travers d'Etsy. C'est des créations qui s'inspirent beaucoup. C'est des illustrations qu'elle fait à la main et qui nous rappellent Frida Kahlo, donc l'artiste peintre très connu de son milieu. Quand tu parles de Etsy, là, ça veut dire quoi au juste? En fait, Etsy, c'est une plateforme en ligne qui a été créée par un ébéniste il y a déjà 10 ans. Au moment où l'ère de l'Internet prenait son évolution, avoir un site Internet, c'était quand même assez dispendieux et onéreux pour un artisan. Donc, lui a créé une plateforme où les gens pouvaient mettre en ligne leur création. Ça leur coûte en fait 20 sous pour mettre leur item. Ils créent leur page d'entreprise et puis lorsqu'ils vendent, il y a une ristourne qui revient à Etsy et ça leur permet d'avoir une fenêtre sur le monde. Bon. Toi, est-ce que tu es aussi un peu artiste dans l'âme? Est-ce que tu crées des trucs? Oui, effectivement. J'ai commencé sur Etsy il y a 4 ans, parallèlement, comme je l'expliquais, à mon emploi, à ma carrière. Et puis, j'ai toujours créé. Donc, et tu crées quoi? Je crée des bijoux. Donc, je crée des colliers, des bracelets, tout ce qui a trait à la bijouterie. Puis, en fait, je me suis fait plein d'amis au travers des foires. Donc, c'est comme ça que j'ai baigné dans le milieu. Puis, je me suis impliquée davantage en étant capitaine, en organisant des événements et tout ça. Bon. Là, évidemment, quand on passe d'un emploi de 9 à 5, du lundi au vendredi, dans le monde de la publicité, du marketing, versus tenir boutique dans le monde plus artistique, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est deux affaires complètement séparées. Oui, tout à fait. C'est un monde totalement à part. Là, même si on travaille dans les médias, puis on ne se le cachera pas, c'est un domaine qui est créatif. C'est pas la même dynamique que de composer avec des artisans. Des artisans, justement, c'est connu pour avoir un horaire du temps différent. Là, tu veux avoir à peu près combien d'objets en démonstration dans la boutique? Jusqu'à présent, je vais avoir 50 consignes, donc 50 artisans. 50 artisans? Oui, et plus. En consigne? En consigne. Bon. Ça, c'est sans compter l'atelier dont tu parlais tantôt. Exactement, à l'arrière, oui. Donc, je vais créer des partenariats comme avec Geneviève Phoenix de l'atelier L'Art du Coucou ou avec d'autres commerçants ici sur la rue qui peuvent venir parler un peu de leur entreprise et offrir aussi des formations sur les lieux. Bon, quelles seront les heures d'ouverture? Les heures d'ouverture standard d'ici, du tronçon de la portion de la rue, donc le lundi fermé, le mardi, mercredi de 10h jusqu'à 5h, jeudi, vendredi de 10 à 9. Les samedis de 10 à 5. Et puis le dimanche, pour la première portion d'ouverture, donc le premier mois, le dimanche va être fermé.
On va aller remplir les ateliers. Et puis par la suite, le dimanche va devenir une heure habituelle, donc de 10 à 5 aussi. Donc, ouverture prochaine à la mi-juin de Gypsy Bohème, située tout juste ici en face de la télé, au 136 de la rue Richelieu. Vous avez probablement vu la transformation du bâtiment qui est en aqua. C'est ça la couleur, là, finalement, c'est aqua. Il reste l'affiche à installer. Puis après ça, dans 2 semaines, l'ouverture. Donc, félicitations, bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Vous savez qu'il peut toujours y avoir des inscriptions de dernière minute au niveau des camps de jour. Donc, on vous redonne encore une fois l'adresse. C'est le site Internet de la Ville, donc sjsr.ca, pour obtenir de l'information. Je pense même que vous pouvez inscrire vos enfants en ligne. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. La grille horaire est à l'écran. On fait la captation le premier lundi et troisième lundi de chaque mois. Et avec un conseil de ville, on vous produit 2 émissions d'extraits. À chaque dimanche matin, 9h30, en direct, c'est le Télé-Bingo avec 3 500 $ en prix, dont la carte pleine à 2 000. C'est au câble 09 en direct, donc ne pas confondre avec le 609. Malheureusement, on n'est pas encore en HD. On n'est pas diffusé en HD encore une fois. Et puis, pour avoir la liste des détaillants qui vendent les livrets de bingo, allez voir sur le site web de la télé, tvhr9.com, ou téléphonez ici au 358-1912. Voici les coordonnées de la télévision du Richelieu pour me joindre directement, plus facile et plus rapidement, par courriel. Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Visitez le site Internet également. Vous pouvez nous suivre et nous aimer sur Facebook et Twitter. Et l'émission que vous regardez en ce moment est diffusée tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, à 10h, 17h, 23h, 1h30 la nuit. Et on est également en rappel au niveau des 5 émissions le dimanche entre 16 et 18h30. À demain. Bye bye.